Dimanche 26 juillet de l'an 2020, chers amis internautes, bon réveil dominical avec l'invité du jour que je reçois pour vous, chers amis internautes, Eustache Akpovi. Il est député à l'Assemblée nationale, issu du parti politique Bloc républicain. Il est ancien vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin, 4e législature. Bonjour à vous. Bonjour. Il est député de la 9e circonscription électorale. Avec lui, sur la question de voir un peu dans quelles conditions au sein de l'hémicycle les débats parlementaires sont effectués. Nous parlerons également du règlement intérieur qui a été revu depuis quelques jours, les appels à la réélection du président Patrice Talon avec sa promesse de faire un mandat unique. Nous parlerons également de la gestation du parti politique Les Démocrates. Et pour finir, nous parlerons également de la candidature de Joël Frédéric Aïvo, sans oublier la célébration des 60 ans d'indépendance du Bénin dans la crise sanitaire de la Covid-19. Bonjour à nouveau, Eustache Akpovi. Bonjour. Alors dites-nous, est-ce que, d'entrée de jeu, est-ce qu'à l'Assemblée nationale, il y a des députés qui ont la Covid-19, puisque la rumeur circule beaucoup plus sur la toile? Non, mais nous avions connu un seul cas, en la personne du député Alidou qui est décédé, c'est connu de tout le monde. Mais bon, après ce cas, j'ai pu lire sur les réseaux sociaux que, bon, des députés ont le Covid, ainsi de suite. Je ne crois pas vraiment à ça. La preuve, c'est que nous avions été tous dépistés, pratiquement. Oui. Et, en ma connaissance, je n'ai pas eu d'informations sur des cas avérés de Covid en ce qui concerne les députés. En ce qui concerne les députés, donc... Bon, mais bon, on avait eu à faire ce dépistage depuis plus d'un mois et demi. Bon, mais je ne connais pas aujourd'hui l'état sanitaire de chacun des députés. D'abord, à cause du Covid-19, tout le monde ne vient pas à l'Assemblée au même moment à cause des principes, à cause du principe de la distanciation sociale. Nous ne pouvons pas tous rester au même moment au sein de l'hémicycle. Donc il y a des procurations qui sont émises pour permettre à ce que nous respections les mesures barrières contre la propagation. Voilà. Alors parlons de la pandémie de la Covid-19. Dites-nous, quelle appréciation portez-vous à l'égard de la gestion faite par le gouvernement du président Patrice Talon depuis l'avènement de cette pandémie au Bénin? Non, mais je l'avais dit une fois sur l'ORTB. Je pense que le gouvernement béninois n'avait pas paniqué et a pris des dispositions adéquates pour organiser la riposte contre cette pandémie. Nous avons vu, non loin de nous, dans les pays qui tournent autour de nous, oui, les pays qui sont autour de nous, nous avons constaté le branle-bas en ce qui concerne la manière dont les gens ont organisé la riposte vis-à-vis de cette maladie. Mais au Bénin, le gouvernement, en tout cas, ceux qui ont été désignés pour organiser la riposte contre cette maladie, ont fait preuve d'une certaine dextérité au service des dispositions qui ont été prises du point de vue sensibilisation aussi. Le peuple avait été informé à temps. Bon, dans le même temps, lorsqu'on parle de peuple, tout le monde, à l'intérieur du peuple, il y a des gens, il y a des esprits incrédules qui ne croient pas en l'existence du mal. Mais au fur et à mesure que les événements tragiques liés à ce mal continuent de se produire, je pense que la plus grande partie du peuple commence par croire en l'existence effective de ce mal. Et je pense que le gouvernement aussi a l'obligation de continuer la sensibilisation dans ce sens. Invite au gouvernement à continuer la sensibilisation. Alors, lorsqu'on revient à l'hémicycle, précisément à Porte-Nouveau, où depuis un certain temps, les débats parlementaires sont effectifs, des législations sont votées, au sein de l'hémicycle, aujourd'hui, la 8e législature, elle est composée de députés partisans du régime de la rupture. On vous taxe de ne pas faire des débats parlementaires lors du vote des lois. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette affirmation? Non, mais comment se fait-il que des gens vont penser que des débats ne se font pas avant le vote des lois? Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs commissions à l'intérieur du Parlement. En ce qui concerne le vote des lois, par exemple, si au niveau de la commission des lois, par exemple, il y a des députés qui sont membres de cette commission et qui étudient
tous les aspects de cette disposition législative avant que nous ne venions en plénière. Moi, par exemple, je suis membre de la commission des lois et je sais que nous avons l'habitude de faire des débats. Et les points de vue ne sont pas souvent convergents. Il y a pour la plupart du temps des points de vue dissonants. Bien que qui sont émis. Des partisans du régime en place. Oui, qui sont émis. Nous faisons des débats houleux même. Et en fin de compte, on arrive quand même à harmoniser les points de vue pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous ne sommes pas là, quand bien même nous sommes de la mouvance, nous ne sommes pas là pour ériger des dispositions législatives au profit d'un gouvernement. Nous le faisons au profit du peuple béninois tout entier. Donc toutes les réformes qui sont opérées, ce n'est pas au profit d'un homme, ce ne sont pas la transcription des humeurs d'un individu, mais au profit du bonheur des populations. Non, mais parce que Patrice Talon n'est pas éternel. Patrice Talon finira un jour. Patrice Talon est président aujourd'hui, un beau jour, et finira d'être président. On ne fait pas les lois pour un personnage de la République, mais on fait les lois pour gérer des situations concernant la vie du peuple. Patrice Talon même a eu à le dire, seul le Bénin est éternel. Oui, seul le Bénin est éternel, il l'a toujours dit. Alors, dites-nous, depuis quelque temps, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été revu au niveau du Parlement. Quelles sont les innovations qui ont été incluses au sein de ce texte de loi? C'est vrai qu'il y a exactement 8 jours, l'honorable Orden Alalati nous a donné quelques précisions, mais également vous êtes député à l'Assemblée nationale. On ne peut pas se passer de ne pas vous interroger sur la question. Non, mais vous savez, de par le passé, à l'Assemblée nationale, lorsque, après les élections législatives, les députés entrent à l'Assemblée nationale, ils ont la latitude de créer une multitude de groupes parlementaires. Aujourd'hui, nous avons décidé que le groupe parlementaire, qu'il y ait une unicité de groupe parlementaire au niveau de chaque parti politique. C'est-à-dire qu'à partir d'un parti politique, on doit pouvoir identifier un groupe parlementaire. Cela permettra à l'État de ne pas dépenser beaucoup plus d'argent. Parce que lorsque vous prenez par exemple un groupe parlementaire, par exemple ici aujourd'hui, BR par exemple a 37 députés, la loi dit, en tout cas le règlement intérieur dit qu'il faut seulement 9 pour former un groupe parlementaire. Donc si on devait tenir compte de cette disposition, nous aurions pu faire, au lieu d'avoir un seul groupe parlementaire BR, nous aurions pu avoir 4 groupes parlementaires. Et lorsqu'on parle d'un groupe parlementaire, il y a des avantages qui sont fixés pour le président, le premier vice-président, tous ceux qui sont les responsables, les dirigeants du groupe parlementaire. Donc l'État sera obligé d'acheter des véhicules, de donner des avantages financiers et tout ça. Aujourd'hui, la manière dont le gouvernement gère de façon quelque peu autarcique les finances publiques, nous, en tant que députés élus du peuple, nous avons l'obligation d'accompagner le gouvernement dans ce sens, quitte à ce que nos actions permettent au gouvernement de faire des économies en vue d'assurer efficacement toutes les chances pour le développement du pays. Vous voyez? Donc vous parlez de la rationalisation. De la rationalisation des dépenses publiques. Donc, en demandant à ce que, au niveau de chaque parti, nous n'ayons qu'un seul groupe parlementaire, je pense que c'est la meilleure manière de permettre à l'État de ne pas jeter de l'argent par les fenêtres. Autre innovation, honorable? Autre innovation au niveau de ce règlement intérieur, c'est que je veux donner par exemple, un exemple. Oui. Entre-temps, le président de l'Assemblée nationale a la latitude de demander ou bien de faire des dépenses selon ses désirs. Il peut initier des dépenses comme il veut. Il peut initier des dépenses comme il veut,
le président de l'Assemblée, les deux questeurs peuvent s'entendre et initier des dépenses. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ils avaient la possibilité dans l'autre règlement intérieur d'engager l'Assemblée nationale du point de vue financier, même dans des institutions financières. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus la possibilité d'engager ou bien de faire des dépenses colossales jusqu'à un certain seuil. Donc ils sont obligés de venir au niveau de la plénière pour que l'entièreté de l'Assemblée se prononce vis-à-vis de ces engagements. C'est ce qui avait, par exemple, avec l'ancien règlement, lorsque nous prenons, à titre d'exemple, la 7e législature, vous avez vu, à la fin de cette mandature, vous aviez entendu qu'il y a eu des remous liés à la gestion quelque peu cacophonique des finances de l'Assemblée nationale. Il y a eu des dépenses bizarres qui ont été faites. Donc, aujourd'hui, nous avons voulu mettre fin à ce type de gestion. Donc, le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui n'est plus libre de faire les dépenses comme il veut. Donc, ça, c'est une nouveauté. C'est la bonne gouvernance toujours. Et ça rentre toujours dans le cadre de la rationalisation des dépenses publiques. Des dépenses publiques. Bon, voilà. Alors, nous n'allons pas passer tout le temps sur le règlement intérieur. Nous allons parler à présent de la politique. Depuis quelques semaines, il ne se passe de jours. Nous lisons dans la presse nationale et internationale de jeunes acteurs politiques, de jeunes mouvements politiques composés de jeunes et de femmes qui appellent à la réélection, je ne vais même pas parler d'appel, mais qui exigent la candidature de Patrice Talon en 2021. Vous aviez été l'un des premiers soutiens de Patrice Talon en 2016. Dites-nous quelle appréciation, quel regard portez-vous à l'égard de ces appels à la réélection de Patrice Talon? Non, je pense que cet engouement que nous constatons aujourd'hui au niveau de la couche juvénile, en ce qui concerne ces mouvements qui naissent et qui appellent à la réélection du président Patrice Talon, en observant de près la gestion que le président Talon fait du pays, le constat est beaucoup plus clair et patent que beaucoup de choses ont été faites. C'est la preuve même que il y a eu beaucoup de changements qualitatifs dans le pays en ce qui concerne l'installation des infrastructures, ce qui permet à ces jeunes de demander à ce que le président fasse un second mandat. Et moi-même, je l'ai dit la dernière fois sur KPFM, le président Patrice Talon nous doit un second mandat. Il doit à ce peuple béninois un second mandat. À voir tout ce qui se fait aujourd'hui, que nous soyons de la mouvance ou de l'opposition, une chose est claire, le constat est général. Même les gens qui se disent de l'opposition constatent que ce gouvernement a beaucoup travaillé. Mais compte tenu de certaines considérations politiques, en public, ils sont tenus de tenir un discours contre ce gouvernement. Donc pour vous, le gouvernement a beaucoup travaillé et, comme vous le dites, vous partagez totalement cette volonté de ces jeunes et des femmes que Patrice Talon doit un mandat au peuple béninois. Oui, je suis de la mouvance et j'observe ce qui se fait par ce gouvernement. Je vous ai dit tantôt que beaucoup de choses se font dans ce pays et cela est à l'actif. Beaucoup de choses positives se font et c'est à l'actif du gouvernement. Un gouvernement qui réussit dans beaucoup de domaines en ce qui concerne le développement du pays, on doit forcément rester derrière ce gouvernement. On doit soutenir ce gouvernement à aller plus loin. Nous avons l'obligation d'apporter notre soutien au président Patrice Talon pour qu'il aille beaucoup plus loin dans ses réformes,
pour qu'il aille beaucoup plus loin dans son élan de changement qualitatif de notre pays. Changement qualitatif de notre pays. Vous êtes député de la 9e circonscription électorale, laquelle circonscription électorale dans laquelle votre commune, votre parti politique a eu à remporter la mairie. Dites-nous au sein de la commune de Savalou, par exemple, quelles sont les actions phares que la commune a pu bénéficier grâce au programme d'action du gouvernement? Aujourd'hui, à Savalou, par exemple, la route Dassa-Savalou-Djougou, c'est le gouvernement du président Patrice Talon qui a pris le taureau par les cornes pour que la réhabilitation de cette voie-là soit effective. Aujourd'hui, pour aller à Savalou, en tout cas de Dassa à Savalou, en prenant le sens de Djougou, oui, la voie est totalement réhabilitée. Ça, c'est à l'actif du gouvernement et cela participe du développement de la commune de Savalou. Oui. Je reviens. Oui. En dehors de cela, le gouvernement béninois est en train de construire, à l'heure où nous sommes, un grand stade qui regroupe la plupart des disciplines sportives à Savalou. Nous n'avons jamais vu ça. De ces deux points de vue déjà, nous pouvons dire que le gouvernement est en train de faire beaucoup de choses. Lorsque nous apprentons un peu les actions, lorsque nous observons un peu de près les actions du président Patrice Talon, il y a certaines personnes qui disent qu'il n'y a pas le social. Rendre la vie beaucoup plus facile à la population relève du social. Le système, à Savalou par exemple, le système d'adduction d'eau est en train d'être entièrement réhabilité à Savalou. Et cela permettra à la population d'avoir accès à l'eau potable. C'est encore à l'actif du gouvernement du président Patrice Talon. La question du manque d'eau est une question récurrente à Savalou. Chaque année, c'est le même problème. Mais avec le travail qui se fait actuellement, je pense que les populations dans cette contrée auront, à la fin des travaux, auront de l'eau 12 mois sur 12. Et le projet a même prévu la densification du réseau, la densification et l'extension même du réseau préexistant. Donc pour vous, il n'y a pas rien à demeurer. Est-ce que ces arguments sont assez suffisants pour vous, assez convaincants pour vous, pour convaincre vos mandataires, c'est-à-dire les populations qui vous ont envoyé à l'Assemblée nationale, pour voter massivement pour Patrice Talon, s'il était candidat éventuel en 2021 pour la présidentielle de 2021? Vous savez, parce que les populations dans une élection... On parle de route, certes, mais on parle un peu du climat social qui n'est pas très adéquat comme on avait eu l'habitude de le vivre. Ce sont des réclamations des populations. Non, vous savez, il n'y a jamais eu un gouvernement qui a distribué de l'argent de maison en maison pour que les populations vivent mieux. Mais le gouvernement, son rôle, c'est d'organiser la société pour que les activités socio-économiques puissent être facilement exercées. Donc, aujourd'hui, lorsque la vie que mènent les populations dans nos coins beaucoup plus reculés n'est pas la même comme à Cotonou. Lorsque vous prenez par exemple les régions rurales de notre pays, on connaît l'activité des gens. Et les gens n'ont jamais abandonné leurs activités dans ces contrées-là. Et moi, je vais toujours pratiquement tous les week-ends à Savalou et je vois ce qui se fait.
Je rends visite à beaucoup de couches sociales là-bas. Et je vois... Quand vous échangez avec les populations, est-ce qu'elles sont gaies? Est-ce qu'elles sont épanouies? Non, les populations, vous savez, lorsque les habitudes changent, le raisonnement aussi change. Entre-temps, les politiciens ou les cadres qui étaient bien placés du point de vue administratif avaient la facilité d'avoir accès à de gros sous qu'ils viennent déverser aux populations à tout vent. Aujourd'hui, avec la rationalisation des dépenses publiques, oui, possibilité n'est plus donnée à qui que ce soit de gagner de l'argent avec aisance. Il va de soi que les populations aussi assistent à la raréfaction des dons financiers. Donc pour vous, il n'y a pas péril en la demeure. Donc il n'y a pas péril en la demeure. Aujourd'hui, les populations continuent de vaquer à leurs occupations de façon paisible. De façon paisible. Mais l'homme que vous soutenez, le président Patrice Talon, oui, à l'entame de son mandat, pendant la campagne présidentielle, a eu à clamer haut et fort qu'il vient pour un mandat de réforme, qu'il souhaiterait faire un mandat unique. Il a entrepris un projet, ou j'allais dire, il a conçu un projet de révision constitutionnelle qui a été rejeté au niveau de l'Assemblée nationale pour instituer un mandat de 7 ans. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que la candidature de Patrice Talon doit être d'actualité? Oui. Après la promesse de mandat unique qui a été faite même lors de son serment. Non, mais le président Patrice Talon a promis, a parlé de mandat unique sous certaines conditions. Il avait demandé à ce que, par exemple, dans ces réformes, que la Haute Cour de justice ne soit composée que de magistrats. Et que ce sont les magistrats, par exemple, qui vont élire le président de la Haute Cour de justice. Il en est de même pour la Cour suprême, ainsi de suite. Lorsque nous prenons, par exemple, la HAC, il avait prévu que ce soit les journalistes, les hommes des médias, qui se mettent ensemble pour désigner l'un de leurs comme président de la HAC. Il y a beaucoup d'autres réformes institutionnelles qui sont énoncées dans son projet de révision de la Constitution. Mais les acteurs politiques, toutes tendances confondues, se sont mis ensemble pour faire blocus contre, ce projet de loi. son projet de révision. Alors, naturellement, c'était sous cette condition qu'il avait parlé de mandat unique, où on va quitter 5 ans pour 7 ans. Tout cela avait été battu en brèche par la classe politique. Ça veut dire que la réforme a échoué aujourd'hui. La réforme a échoué. La question de mandat unique n'est plus d'actualité. Il n'est plus tenu. Parce qu'il avait dit sous certaines conditions. Et les conditions ne sont plus réunies. Pourquoi voulez-vous aujourd'hui qu'il respecte cet engagement? Cet engagement est lié à la finalisation du dossier relatif à la révision de la Constitution. Et cela n'avait pas été fait. Tout avait été mis sur la table. Mais la classe politique d'alors avait rejeté tout cela. Donc je pense que le président Patrice Talon n'est plus lié à cet engagement. Il n'est plus lié par cet engagement du tout. Alors, dans l'une de nos émissions sur... Et c'est ce qui justifie ces appels répétés de la jeunesse pour un second mandat. Alors, dans une émission de sondage effectuée par une équipe de nos reportages sur la télévision, notamment dans l'émission Parole citoyen, on a eu à entendre des citoyens qui disaient si Patrice Talon décidait de ne pas se porter candidat, nous irons devant chez lui, nous allons manifester pour exiger sa candidature. Vous, en tant qu'acteur politique, membre d'un parti politique qui soutient les actions du gouvernement Patrice Talon, depuis ces jeunes-là s'expriment, mais au sein de la classe politique, c'est l'expectative, on ne vous entend pas, les députés, les maires, on ne vous entend pas. Qu'est-ce que vous, en son temps, vous allez faire pour montrer à Patrice Talon qu'il y a intérêt pour qu'il puisse... Moi, je suis allé la dernière fois sur une émission sur la radio KPFM, je l'ai dit, que Patrice Talon a l'obligation de se présenter pour un second mandat. Nous sommes obligés, en tout cas tous ceux qui aiment ce pays, sont tenus de faire tout pour que le président Patrice Talon
prenne un second mandat. Il y va de l'intérêt supérieur de ce pays. Vous n'êtes pas sans savoir, on ne va pas répéter ça tout le temps. Avec quel président de la République vous voulez comparer le président Patrice Talon? Depuis 1960, vous avez vu, nous avons le point exhaustif de ce que chaque régime a pu faire. Aujourd'hui, dans l'intervalle de 4 ans, vous êtes en train de voir les résultats. Allez à Porto Novo, la nuit, aujourd'hui, la population est totalement gaie. Dans les rues, dans les coins et recoins de Porto Novo, nous entendons les populations clamer haut et fort la nécessité ou l'obligation au président Patrice Talon de se présenter à nouveau pour être président de la République. Alors parlons de la présidentielle de 2021 qui fait couler beaucoup d'encre comme ça partout, et de salive de part et d'autre. Vous êtes acteur de la mouvance, mais nous sommes dans un régime démocratique. Et pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait une mouvance et une opposition. Au sein de l'opposition, on s'organise un peu pour affûter les armes pour la candidature d'un candidat qui va représenter les aspirations de cette opposition. Nous avons FCBE qui se bat en dehors des maires qu'ils ont. Nous avons également au niveau de l'opposition ceux de la résistance en dehors de l'USL qui n'est pas partisan de cette initiative. Nous avons ceux de l'opposition, de la résistance qui se réunissent pour vouloir créer un parti politique qui sera baptisé les démocrates pour provoquer l'alternance en 2021. Oui, mais c'est naturel. Il y a eu refonte du système partisan. Des Béninois peuvent se regrouper pour créer un parti politique. L'essentiel, c'est qu'ils respectent les dispositions qui sont énoncées par la loi. Le parti, les démocrates, moi aussi j'ai eu l'information que quelque chose comme ça est en train d'être mis en place sous l'égide du président Yahi Boni. Dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, nous allons voir, et apprécier à partir du contenu, à partir de ce que ce parti va revêtir comme acteur, à partir de ce que ce parti va contenir comme acteur politique. Justement, parlant du contenu de ce parti politique, on parle de Stacha Povi. Vous n'êtes pas des moindres sur la scène politique, vous étiez en politique depuis très longtemps. Vous avez été même vice-président de l'Assemblée nationale au cours de la 4e législature. Dites-nous, lorsque vous y voyez de près, Boni Yahi, ancien président d'honneur de FCBE, qui aujourd'hui est, je dirais, maestro de la conception d'un parti politique, est-ce que vous n'avez pas des inquiétudes pour l'avenir des FCBE? Non, mais vous savez, je ne peux pas me prononcer aujourd'hui sur l'avenir des FCBE en pensant que parce que Yahi Boni est sorti et créé un autre parti, FCBE va mourir. Non. La preuve, la dernière fois, Yahi Boni a clamé haut et fort sa sortie de FCBE, a même menacé l'usage de son image. A même menacé en interdisant l'usage de son image, l'usage de sa caution pour les élections municipales. Malgré cela, vous avez vu que ceux qui sont restés au sein des FCBE ont fait des percées dans certaines régions du pays. Nous savons bien sûr que la naissance de ce parti va permettre un certain effritement dans certaines régions en ce qui concerne la capacité de mobilisation des militants FCBE. C'est normal. Il y a, du point de vue ethnique, dans certaines régions, les populations vont suivre l'élan de Yahi Boni. Mais cela ne peut pas être constaté de la même façon, de façon avérée, dans tous les compartiments du territoire. Dans tous les compartiments du territoire. Parlons toujours de la faveur de l'organisation de l'élection présidentielle 2021. Nous avons un nom depuis 2-3 semaines environ qui revient chaque fois sur la surface. Joël Frédéric Aïvo, l'universitaire, on entend parler de lui. On parle de sa probable candidature. Les uns et les autres
les voix se lèvent pour magnifier l'homme et pour vanter les qualités et les mérites de l'homme. Vous, Sacha Kovi, est-ce que vous connaissez Joël Frédéric Aïvo? Est-ce que pouvez-vous nous dire par rapport à cette candidature? Non, mais je ne suis pas mieux placé pour parler de cette candidature, mais tout compte fait, je connais le professeur Joël Aïvo. Je sais que du point de vue intellectuel, il a une forte capacité, mais du point de vue politique, c'est maintenant que je le vois poser de véritables pas sur l'arène politique. Il est bien vrai qu'il avait fait... il était resté un peu avec le président Houmbéji. Aujourd'hui, il est en train de vouloir constituer sa propre chapelle, sa propre obédience politique. Il a décidé d'être candidat aux élections présidentielles. En tout cas, lui-même ne s'est pas encore prononcé, mais les pas qu'il fait démontrent qu'il a l'intention de se présenter aux élections présidentielles. Mais je crois qu'il a les moyens de respecter ce que la loi électorale a prévu. S'il arrive à avoir le parrainage, il sera candidat aux élections présidentielles. Il sera candidat aux élections présidentielles. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, je m'en voudrais de vous laisser partir sans vous interroger par rapport à la question polémiqueuse du parrainage. Le parrainage, quelle est votre appréhension de cela? Appréhension ou appréciation? Appréhension. Parce que lorsqu'on écoute, par exemple, les uns les autres, on a l'honorable Gounou, il a effectué son analyse de la question. L'avocat soutien ancien bâtonnier du régime, ancien bâtonnier soutien du régime actuel, Jacques Miguel a effectué également sa lecture de la question du parrainage. Nous avons également le président de l'Assemblée nationale qui a effectué sa question du parrainage. Pour résumer, il y a deux ailes. Certains estiment que les députés à l'Assemblée nationale ne peuvent pas faire autre chose que les conseils envoyés de leur parti politique, et d'autres estiment que le député de l'Assemblée nationale est un élu du peuple et peut toutefois donner sa caution pour une candidature, même s'il ne le soutient pas cette candidature. Vous, quelle est votre lecture? Non, mais je pense que nous sommes dans un cadre politique et la démocratie permet à ce que chacun exerce sa foi politique. C'est pourquoi je disais tantôt que si Joël Aïvo a les moyens de se faire parrainer par le nombre indiqué de députés ou de maires, il sera candidat aux élections présidentielles. Mais avec la nouvelle connotation que revêt la puissance des partis politiques, je pense qu'un député ou un maire, avant de parrainer, a l'obligation de regarder, comment on appelle-t-on, l'orientation de son parti politique. Nous sommes députés ou maires, mais nous venons d'un parti politique. Et le débat sera fait au niveau de chacun des partis politiques, quitte à ce que des orientations soient données. Certains estiment qu'il faut peut-être faire une loi explicative de la disposition liée au parrainage, ou carrément qu'on révise la loi pour sauter ce verrou, ou carrément qu'on permette aux députés de pouvoir parrainer qui ils veulent, quitte à ce que le jeu soit davantage ouvert. Et d'ailleurs, le porte-parole du gouvernement l'a promis. Je ne pense pas qu'on ait besoin encore d'une loi interprétative de cette disposition. Chaque député sait qu'il est député, élu du peuple, mais il vient d'un parti politique qui, en son temps, discutera de cette question avec l'ensemble des élus, qu'ils soient qu'ils soient maires ou députés. Donc, je ne pense pas que un député ou un maire soit libre de faire totalement ce qu'il veut. Mais dans votre contexte, dans votre philosophie, on risque de se trouver avec que les députés BRUP qui vont parrainer. Même FCBE, ils risquent de ne pas avoir les parrains. Non, mais vous savez, les choses n'ont pas... les choses sont tellement claires que le moment peut arriver et puis dans les concertations, des députés vont se décider à l'issue des discussions qu'on aura eues au niveau de nos instances, des différentes instances de nos partis politiques. Le moment peut venir où
des députés vont se décider à aller à apporter quelques voix à un candidat FCBE, même à un candidat indépendant. C'est toujours la dynamique démocratique qui s'exerce. Qui s'exerce. Alors dites-nous, avant que l'on ferme cette page, est-ce que vous estimez en tant que député du peuple que hautement opportun, tout sera fait pour que les griefs d'exclusion ne soient plus portés à l'égard de ce régime? Non, mais la loi est faite et elle doit pouvoir être respectée par tout un chacun de nous. Tout citoyen doit pouvoir respecter la loi qui est faite et qui doit régir les comportements des citoyens d'un domaine à un autre. Donc si demain, quelqu'un veut être candidat aux élections présidentielles, il a l'obligation de faire son lobbying au niveau des députés et des maires. Si cela lui marche, c'est bien. Ou bien aller discuter avec les instances de ces partis politiques, quitte à obtenir une sorte de gain de cause. De gain de cause. Et oui. Avoir le nombre de maires ou de députés qu'il faut pour se faire parrainer. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Dites-nous, Eustache Apovi, dans quelques jours, le Bénin va célébrer ses 60 ans d'indépendance. Dites-nous, 60 ans d'indépendance du Bénin, qu'est-ce que cela vous inspire en tant qu'acteur politique et également en tant que citoyen béninois? En tant qu'acteur politique, 60 ans d'indépendance, j'ai essayé de faire le point des différents régimes successifs qui ont eu à diriger ce pays. Et je vois que nous avons perdu assez de temps. Si l'on pouvait avoir autant de réalisations en 4 ans, regardez, de 1960 jusqu'à 2016, ce que nous avons perdu. 60 ans d'indépendance aujourd'hui, en faisant le point, nous voyons que nous avons perdu beaucoup d'énergie. Nous aurions eu la chance de connaître un président comme le président Patrice Talon depuis 1960, ou bien des présidents comme le président Patrice Talon depuis 1960, et nous ne serions plus en train de végéter dans ce carcan de sous-développement. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Bénin est assez... Le Bénin aujourd'hui est en train de mettre en place les piliers de son développement à travers les différentes réformes qui sont en train d'être orchestrées par ce gouvernement. Je pense que l'avenir sera radieux pour ce pays. Il est bien vrai qu'à travers ces réformes, du point de vue social, les gens vont connaître, il y aura des grincements de dents. Il y a des grincements de dents, c'est normal. Mais je pense qu'à la fin, ceux qui ne sont pas paresseux s'en sortiront. Ceux qui ne sont pas paresseux s'en sortiront. Ouais. Alors, vous êtes député de la 9e circonscription électorale. Dernière question, avant votre conclusion. 9e circonscription électorale, président de Savalou. Est-ce que vous avez des aspirations, des espérances pour les populations de Savalou? Les espérances pour les populations de Savalou? Mais je viens de vous le dire. Les populations de Savalou sont derrière le président Patrice Talon. Vous l'avez constaté à travers les résultats que nous avons obtenus du point de vue politique sur le terrain. Vous parlez des élections communales et municipales dernières. Les municipales et même les législatives. Donc, je pense que ces populations croient en ce président et les ambitions de ce président pour ce terroir-là sont encore nombreuses. Par exemple, il y a beaucoup de projets qui sont liés à la densification de l'électrification dans cette commune-là, par exemple. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de régions, beaucoup de centres ruraux de cette commune n'ont pas l'électricité, par exemple. Mais il y a des projets dont l'objectif est de faire l'extension du courant dans beaucoup de ces zones. Donc les populations de Savalou espèrent encore en ce président qui est en train de faire l'effort de faire reculer le sous-développement
dans ces localités. Merci à vous, Sacha Povi, chers amis internautes. On retiendra de cet entretien qu'à l'entame de cette émission, Sacha Povi a eu à affirmer qu'à l'Assemblée nationale, ils ont connu un seul cas en la personne de Alidou Demolimoko en ce qui concerne les infections à la Covid-19. Alidou Demolimoko qui nous a quittés, paix à son âme. Et il a rappelé que tous, en tant que députés, ils ont été dépistés et qu'il n'y a pas eu en son temps de cas confirmés à la Covid-19. Seulement qu'avec le respect des mesures barrières contre la Covid-19, tous les députés ne viennent plus à l'Assemblée nationale et donc il ne peut pas affirmer si tel ou tel autre est porteur de ce virus. Il a salué la bonne gouvernance, la bonne gestion de la riposte contre la pandémie de la Covid-19 qui a été effectuée par le gouvernement Patrice Talon et il invite le gouvernement à poursuivre dans cette lancée. Il a rappelé qu'il existe bel et bien des débats parlementaire avec le bon fonctionnement des différentes commissions en ce qui concerne la vitalité de la démocratie au sein de l'hémicycle. Pour lui, Patrice Talon n'est pas éternel et pour compléter l'homme lui-même, seul le Bénin est éternel. Il a présenté au cours de cette émission les innovations du règlement intérieur avec l'assainissement des finances publiques, ce qui a mis fin aux dépenses et engagements unilatéraux pour promouvoir la bonne gouvernance au niveau de l'institution parlementaire du Bénin. En ce qui concerne la gestion du président Patrice Talon, pour lui, le constat est clair et patent avec les infrastructures et les réformes opérées. Pour lui, les populations sont totalement en phase et adhèrent au programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Pour Eustache Akovi, Patrice Talon a une dette envers le peuple béninois. Une dette, c'est celle d'un second mandat et il doit répondre à l'appel du peuple. Pour Eustache Akovi, les Béninois sont unanimes que le gouvernement a beaucoup travaillé. Il s'agit bel et bien de tous les Béninois, qu'on soit de la mouvance ou d'opposition. Ils sont unanimes que le gouvernement a bel et bien travaillé. Il soutient indéfectiblement les actions du régime Patrice Talon et il a rappelé qu'au cours de ce régime, il y a eu la réhabilitation de la route Gassa-Savalou-Djougou qui a été effective. Il a parlé de la construction d'un stade omnisport dans la commune de Savalou et il a rappelé que le gouvernement fait du social en rendant la vie facile aux populations car cela également relève du social. Il a également évoqué la réhabilitation des systèmes d'adduction d'eau villageoise dans beaucoup de localités, notamment à Savalou. Il a parlé des mérites de plusieurs projets qui sont en cours dans le Bénin pour essayer un tant soit peu d'améliorer les conditions de vie des populations. Il a rappelé le rôle d'un gouvernement au Bénin et pour finir, il a parlé également de la fin de la corruption, de la gabégie et de l'enrichissement illicite. Je n'oublierai pas qu'il a également rappelé les grands axes de la révision constitutionnelle de 2017 qui était un tant soit peu prévu pour révolutionner un peu le système partisan du Bénin, également le système politique du Bénin, une révision constitutionnelle qui a échoué et donc pour lui, il n'est plus tenu pour Patrice Talon de faire un mandat unique. Patrice Talon a l'obligation de se présenter pour l'intérêt supérieur de cette nation, celle du Bénin. Pour Eustache Akovi, le bilan du président Patrice Talon est incomparable et inégalable. C'est un bilan inédit depuis 1990 où le Bénin a accédé à la souveraineté nationale et internationale. En ce qui concerne la candidature de Joël Frédéric Aïvo, pour lui, Joël Frédéric Aïvo a de fortes capacités intellectuelles, mais il est à ses débuts en politique. Il ne l'a pas dit, mais s'il ne l'a pas dit en ce qui concerne sa candidature, il effectue des pas assez évocateurs. Au moment, ce qui doit être fait sera fait en ce qui concerne la question du parrainage. C'est ce qu'on peut retenir de l'argumentaire de Eustache Akovi. Pour lui, les populations de Savalou sont entièrement soudées derrière le président Patrice Talon et au moment venu. Et ils vont le prouver davantage comme cela a été le cas lors des élections législatives de 2019 et des élections communales et municipales de 2020. J'espère que j'ai été fidèle à vos propos. Oui, oui. Je vous invite à regarder droit dans la caméra et de dire un mot à l'endroit des populations en cette période de la pandémie de la Covid-19 qui sévit un peu pour les inviter au respect des gestes barrières contre ce sale virus. Moi, je voudrais inviter les populations béninoises à croire en l'existence du coronavirus qui sévit partout dans le monde et qui crée assez de victimes. Au Bénin, nous constatons dans nos marchés, dans nos rues, que un grand nombre de citoyens ne respectent pas du tout les mesures barrières. Les masques, par exemple, au lieu de couvrir les narines et la bouche, se retrouvent pour la plupart du temps dans la gorge. Ou au menton. Ou au menton. Il va de soi que nous changions un peu nos comportements vis-à-vis de ce mal.
Il faut que nous changions de comportement vis-à-vis de ce mal. Et que l'État aussi ne puisse pas faire preuve de relâchement en ce qui concerne la pression du point de vue sensibilisation des citoyens. Merci à vous, Eustache Akpovi, chers amis internautes. Je rappelle qu'il est député à l'Assemblée nationale 8e législature. Il est député issu du parti politique Bloc républicain, élu de la 9e circonscription électorale. Il est ancien vice-président de l'Assemblée nationale 4e législature. Chers amis internautes, merci pour l'attention. On se retrouve dimanche prochain pour le même exercice avec le même plaisir. Portez-vous bien et à demain sur Free Matin.